Merci, Madame la Présidente. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, parfait. Donc, encore une fois, merci, Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord donc de remercier les menteurs donc de cette rencontre scientifique très intéressante et de grande actualité, et encore donc les différents intervenants. Célébrer la journée de l'Afrique manifeste, à mon sens, de prime d'abord l'amour et l'attachement que nous avons tous à l'égard de l'Afrique, notre continent, cher continent, et à l'égard aussi donc des 54 pays africains, frères et voisins, avec lesquels, bien entendu, nous partageons bien sûr les défis, les déceptions, je veux dire, et les malaises du passé, les défis du présent et l'espoir d'un meilleur avenir. Ensuite, la célébration, comme vous le savez, donc de l'Afrique est une station spéciale qui consiste bien sûr à recadrer les règles du jeu, à revoir la stratégie de l'Afrique et des différentes parties prenantes, académiciens, universitaires, chercheurs, ainsi de suite, pour un nouveau démarrage pour atteindre les objectifs escomptés. À ce stade, bien entendu, donc, il est essentiel, à mon sens, dans cette occasion, bien sûr, importante, de s'interroger sur la place donc, de l'Afrique à l'échelle internationale. Quand j'entends l'échelle internationale, j'entends bien sûr les instances multilatérales qui ont une vocation multilatérale pour demander est-ce que réellement l'Afrique, qui a des atouts, comme nous les avons dit donc tout à l'heure, atouts en termes de population, n'est-ce pas, 1,4 plus milliards de population, des ressources naturelles, minérales, ainsi de suite, au cœur de la rivalité entre différentes puissances. Est-ce que cette Afrique, avec ce poids, avec ses potentialités, joue le rôle qu'elle mérite? Est-ce que réellement l'Afrique est omniprésente dans la gestion des affaires internationales, dans la prise des décisions, ou à l'opposé, hélas, elle est marginalisée. Donc, je ne prétends pas répondre à cette question, parce que comme vous le savez, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui est toujours d'actualité, d'accord? Et qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de ce thème. Donc, rapidement, ma question, il va dans ce sens, à savoir, est-ce que l'Afrique réellement est dynamique, pèse en termes de la gestion des affaires internationales? Et je précise que je vise davantage la gouvernance économique mondiale parce que, comme vous le savez, on peut aborder bien sûr la gouvernance politique comme on peut aborder la gouvernance sécuritaire. Certes, il y a une connexion solide, un lien solide entre ces trois points, mais davantage, je vais me focaliser sur la gouvernance économique mondiale. Sans revenir un petit peu à l'histoire, mais quelques mots pour dire, pour tracer un petit peu le parcours de l'Afrique d'aujourd'hui. Quand on parle de la gouvernance économique mondiale, bien entendu, on parle donc de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et bien entendu, on parle donc de la phase d'après, à savoir le chute de mer de Berlin et la disparition de l'ex-URSS. Autrement dit, comme vous le savez, le monde ou l'ordre économique établi aujourd'hui, sa naissance, sa création remonte à la Deuxième Guerre mondiale exactement, l'époque où les pays africains davantage ont été colonisés, sauf bien sûr deux pays comme vous le savez. Donc, à cette époque, les États-Unis avec la Grande-Bretagne, bien sûr, ont façonné le monde d'aujourd'hui à travers les institutions de Bretton Woods, d'accord, qui ont donné la naissance des institutions financières et monétaires internationales, auxquelles par la suite il y avait lieu de créer l'OMC, qui constitue donc les trois piliers de l'ordre économique mondial. Quand je parle de ordre économique mondial, je parle bien entendu de l'arsenal juridique, cadre réglementaire, institutionnel et des principes juridiques qui gèrent bien sûr les opérateurs économiques. Donc cet ordre économique international qui était créé, je veux dire, à l'époque où les pays africains étaient colonisés, d'accord, bien sûr, n'ont pas pris part, je veux dire, à la création de cet ordre. Rapidement, on passe à la phase de l'indépendance où il y avait
la remise en cause de cet ordre économique international, c'est-à-dire, comme vous le savez, après la vague d'indépendance pendant les années 50-60, les pays africains, effectivement, une fois indépendants, bien sûr, ils ont remis en cause cet ordre dans le sens où ce n'est pas un ordre équitable, c'est-à-dire un ordre qui a, à l'époque, jusqu'à la date d'aujourd'hui, a créé sorte d'égalité entre deux parties. Ces deux parties ne sont pas homogènes, n'ont pas le même niveau de développement, et par conséquent, donc l'Afrique, à l'indépendance, ou les pays africains, ont estimé qu'il faudra revoir donc ce monde. Donc plusieurs manifestations donc, de cette remise en cause. Rapidement, on a la création de G77, la conférence de Bandung, la charte de devoirs économiques de 1974. On a aussi donc deux résolutions phares, je cite à titre d'exemple, la résolution portant sur la libre gestion des ressources économiques donc des États. Hélas, donc, cette remise en cause n'a pas abouti et on est passé à la consolidation de cet ordre économique international. Cela pour dire, donc, devant ce contexte, actuellement, les instances économiques internationales qui gèrent les affaires économiques internationales, précisément la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'OMC, d'accord, davantage marginalisent donc l'Afrique. Je m'exprime. Si je prends le cas de vote à titre d'exemple, la prise de décision dans le Fonds monétaire international, la Banque mondiale à titre d'exemple, le vote est prépondérant et il repose sur le poids de l'Afrique, le poids des pays sur le plan économique. Plus le pays est riche et constitue une puissance à l'échelle économique, plus que sa capacité de vote est plus élevée et vice-versa. Donc, la place de l'Afrique, comme vous le savez, vu cet éparpillement encore, comme nous le savons, donc de l'Afrique, 8 CER, n'est-ce pas, 5 régions, 54 pays, c'est-à-dire on n'a pas réellement une seule voix dans le cadre de ces instances économiques internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Si je passe rapidement à l'OMC, bien sûr, constitue une singularité, c'est-à-dire que les pays africains bénéficient de leur vote, c'est-à-dire chaque pays bénéficie d'une voix, c'est-à-dire il y a une sorte d'équité donc, à l'OMC, mais concernant le déroulement ou précisément concernant les litiges dans le cadre de l'OMC, donc il y a un problème. Je vais rapidement, pour se lever, le cas de l'ORD, l'organe de règlement de différends, en cas de litige entre deux parties, en cas à certains moments de recours à des rétorsions, c'est-à-dire que la partie lésée, il pourra sanctionner l'autre partie. Les pays africains, du moment où ils sont impuissants, ils ne peuvent pas réellement infliger des sanctions à l'égard des grandes puissances. Donc, l'idée tout simplement, c'est de dire qu'il y a un problème dans cette gouvernance économique mondiale, mais ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse donc davantage de mon intervention, et c'est un point, on peut dire, qui, en tout cas pour nous tous, constitue une nouveauté, entre guillemets, ou plutôt un exploit qui s'inscrit dans cette dynamique africaine, c'est cette adhésion récente qui date de 2023 de l'Union africaine au G20. Pour moi, cet élément, c'est très essentiel parce que jusqu'à une date récente, comme je l'ai dit, donc l'Afrique a été absente, d'accord, dans ces regroupements informels. Et ce regroupement informel, à savoir le G20, comme vous le savez, il est composé des grandes puissances traditionnelles et émergentes économiques à l'échelle internationale. Mais l'Afrique, elle avait uniquement le rôle d'un pays observateur, c'est-à-dire il ne prenait pas part dans la gestion, dans le vote, dans les décisions, ainsi de suite. Mais cette adhésion récente de l'Afrique à ce G20 en 2023 s'inscrit dans ce que nous voulons tous, je pense, à savoir ces avancées réalisées par l'Afrique. Autrement dit, cette adhésion récente de l'Afrique au G20, on va dire, c'est une reconnaissance, même si tardée, bien sûr, de l'effort fourni par l'Afrique, ces 54 pays de l'Union africaine. C'est une reconnaissance, encore une fois, du poids de l'Afrique sur la scène internationale. Donc, il était soulevé donc tout à l'heure
par ma collègue Boutrili, que, encore une fois, dans le Conseil de sécurité, il n'y a pas une voix d'Afrique. Pourtant, à peu près 60% des décisions prises à l'échelle onusienne concernent l'Afrique. Et encore, ce problème, jusqu'à une date récente, comme je viens de le dire, était de fait dans le G20. Mais cette adhésion, encore une fois, constitue, je veux dire, une reconnaissance du poids de la valeur qui mérite l'Afrique. Donc, deux mots pour terminer, parce que je sais que nous avons des minutes et je ne vais pas faire plus. Euh, cette reconnaissance, certes, qui s'inscrit encore une fois dans cette dynamique institutionnelle africaine, à la fois, c'est un honneur donc pour l'Afrique de prendre part dans ce regroupement informel, mais en même temps doit faire face à des défis. Rapidement, donc, l'Afrique devra avoir une stratégie réelle, une feuille de route. Il doit faire face à une sorte d'éparpillement culturel, identique, politique, pour qu'il soit représenté dans le cadre du G20 sans aucune divergence. L'Afrique encore doit avoir donc les moyens donc nécessaires pour aller au bout, je veux dire, et pour saisir cette occasion, à savoir son adhésion au G20. Et je rappelle que cette adhésion à l'Afrique lui permettra d'avoir le 8e rang, c'est-à-dire en termes des pays membres de G20. Je voulais terminer par ce point qui s'inscrit dans l'afro-optimisme, d'accord? Parce que réellement, je pense, comme je l'ai soulevé au début, on a eu des, 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 des une frustration, si vous voulez, par rapport au passé. On a des défis tous actuels par rapport à l'Afrique, mais sûrement qu'on est tous d'accord que le demain appartiendra à l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Zakaria.